Il était avec nous depuis Israël. C'est Stéphane Juffa. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Stéphane, merci d'être avec nous ce matin. On va parler avec vous de la tempête de Jazeera. Alors j'ai toute une série de questions pour vous sur ce sujet passionnant. Mais tout d'abord, Stéphane, est-ce que vous pouvez situer géographiquement où se situe cette opération ? Oui, alors on est dans l'est de la Syrie, Jim. On est dans la région de Deir ez-Zor, c'est-à-dire à peu près à 120 km de la frontière irakienne. Et puis surtout, on est dans une région très importante parce que c'est par là que passent les routes qui vont d'Irak à Damas, mais aussi d'Irak au Liban et d'Irak en Israël, d'Irak au Golan. Et parce que on ne peut pas imaginer la Syrie comme les pays qu'on connaît en Europe. Je veux dire que c'est surtout dans l'Est syrien, c'est surtout du sable et du désert impraticable. Il n'y a pas beaucoup de voies carrossables, elles sont surtout le long des rivières. Et là, on est le long d'une rivière que tout le monde connaît qui s'appelle l'Euphrate et d'une autre rivière perpendiculaire qui s'appelle le Kabour. Et on se bat, Jim, on se bat terriblement, énormément, avec énormément d'âpreté et de mort, justement pour contrôler cette voie carrossable qui va d'Irak, qui est plus loin d'Iran au Liban. Et on est obligé de passer par là, on est obligé de passer par Deir ez-Zor. C'est le fameux autoroute chiite ou corridor chiite. Tout le monde veut cet endroit, cette route, deux routes en fait, et les deux coalitions, celle qui est dirigée par les Américains et avec les Kurdes des forces démocratiques syriennes, au nord de l'Euphrate et au sud de l'Euphrate, la coalition russe avec l'armée syrienne, avec l'armée iranienne et avec la milice chiite libanaise du Hezbollah. Alors Stéphane, vous venez de nous citer tous les intervenants réguliers dans la région. On a les Russes, on a les Iraniens, on a les Américains, on a les Kurdes, on a également l'État islamique dans la région, Stéphane. Mais concrètement, qui se bat contre qui ? Parce que on a les Américains, mais on a les Russes d'un côté. Ils se battent l'un contre l'autre ou ils se battent tous les deux pour la même cause ? Ça rappelle un petit peu les bouquins d'Astérix et d'Obélix. En fait, tout le monde se bat contre tout le monde. Mais c'est pas tout à fait juste. Donc on a ces deux coalitions qui ne se battent pas l'une contre l'autre. Elles sont à quelques centaines de mètres. En gros, le fleuve Euphrate les sépare. Comme j'ai dit, au sud de l'Euphrate, c'est les Russes et leurs amis. Au nord, les Américains et leurs alliés. Et tous les deux se battent de leur côté du fleuve face à l'État islamique, à Daesh. En fait, Daesh est sur la retraite, mais Daesh contrôle encore ces régions stratégiquement hyper importantes le long du fleuve. Donc, c'est en fait une course-poursuite, c'est exactement une course-poursuite entre les deux coalitions pour prendre le maximum de territoires importants à Daesh. Dernièrement, ces derniers jours, les Américano-Kurdes ont pris l'exploitation gazière de Conoco. Alors Conoco, c'est la plus grande exploitation gazière de Syrie, une énorme implantation. Et les deux coalitions ont vraiment concouru pour être les premiers à déloger l'État islamique de Conoco. C'est beaucoup d'argent, c'est la vision de l'après-guerre. Après, une fois que l'État islamique sera battu, il faudra bien penser à survivre, à se développer. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est cette fameuse route, cette route qui est au sud de l'Euphrate, mais qui est toujours dans les mains de l'État islamique. Alors, on a des deux côtés du fleuve cette course. C'est une guerre, c'est une bataille terrible. Il y a même un général russe, la première fois qu'un général russe meurt dans les combats parce que, bien entendu, les miliciens acculés de l'État islamique se défendent avec bec et ongles. Et donc, faute de se tirer les uns sur les autres entre les deux coalitions, parce que ça pourrait générer en guerre mondiale quand les Russes et les Américains sont face à face, donc on se touche pas, on se respecte, on se menace aussi, on se provoque aussi, mais surtout on se touche pas et on avance surtout à l'est en direction de l'Irak à grignoter
village après village, position après position, ce qui reste de l'État islamique, et ça avance. Et ces jours, les combats sont terribles dans cette région. On n'en parle pas beaucoup en Europe. Stéphane, un des enjeux, vous l'avez dit, c'est ces fameuses routes. Il y a également cet axe chiite iranien qui fait peur à beaucoup de monde, notamment aux Israéliens. Est-ce que, selon vous, vous avez des analyses stratégiques du côté de la Metula News Agency, la vôtre également. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer peut tourner en faveur des Israéliens, stratégiquement parlant ? Pour le moment, c'est assez bien barré parce que c'est un plan régional qui a été mis en place par les États-Unis. Comme on l'a vu partout, les Kurdes sont également les amis d'Israël, ou plus exactement Israël est le seul ami des Kurdes pour l'instant, et ils se battent très bien. Donc les Kurdes au sol, les forces démocratiques syriennes, les Américains avec des commandos, mais pas uniquement les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais. Bien sûr, ce que je vous dis, ils le nieraient, mais cette semaine, il y a tout de même un parachutiste français qui est mort dans ces combats, et l'enjeu est très simple. Il faut trouver un endroit pour les Américains et les Kurdes pour traverser l'Euphrate, parce que cette route stratégique qui peut servir d'autoroute chiite aux Iraniens, elle est de l'autre côté de l'Euphrate. Donc, comme on ne peut pas disputer aux Russes des endroits qu'ils contrôlent déjà, il faut aller plus au sud, plus à l'est, conquérir plus de territoire face à l'État islamique pour trouver un endroit où on peut traverser. Et le but est très simple, c'est-à-dire de s'installer sur ces deux routes, ces deux routes qui relient la frontière irakienne à Damas et au Liban. Il faut s'installer, pouvoir contrôler, filtrer le trafic. Et si on y arrive, si les Américains et les Kurdes y parviennent, eh bien, la menace du corridor iranien chiite va s'effondrer parce que tout simplement, ils n'ont pas d'autre endroit où passer. Alors, pour le moment, la coalition américaine se trouve à environ 2 kilomètres de cette route, et tout ce qui va se passer ces prochains jours, ça va être la poursuite de cette offensive que vous avez citée, tempête de Jezira, pour trouver un endroit où traverser. Les Russes vont faire tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher, l'État islamique bien entendu également, mais vu les forces présentes, pour répondre très précisément à votre question, à notre avis, dans les 2-3 semaines, eh bien, la coalition américano-kurde aura trouvé un endroit où traverser, aura continué son offensive à l'est et aura réussi à prendre contrôle de ces routes. Alors, très simplement aussi, il ne s'agit pas de prendre contrôle de toute la route. La route, elle fait 120 km. Il suffit d'avoir 5 ou 10 km, y être solidement installé pour pas pouvoir y être délogé, y être solidement installé également, Jim, pour pas que l'ennemi puisse faire un petit contour par le sable, par des pistes et puis revenir derrière. C'est tout à fait évident. Donc 5 à 10 km de ces routes, y implanter des barrages, et puis dès ce moment-là, on contrôle le trafic et on met un terme surtout au rêve iranien d'établir ce corridor qui est terrible, qui a une influence terrible, non seulement pour Israël, mais pour l'indépendance du Liban, mais pour les États arabes. Et en fait, ce qui se joue maintenant, et c'est pour ça que les Russes et les Américains investissent tellement de moyens et d'hommes, on perd des soldats par dizaines ces derniers jours, simplement parce que c'est tellement important, c'est stratégiquement fondamental. Il ne faut pas que les Iraniens, sous le couvert de l'aide des Russes, parviennent à obtenir un boyau terrestre qui leur permettent de transférer des hommes et des armes et des munitions en direction de la côte méditerranéenne. C'est tout ça qui joue maintenant. Je dirais que c'est peut-être la phase la plus importante à l'international de cette guerre civile syrienne qui dure depuis maintenant 5 ans. C'est vraiment, vraiment fondamental qui se déroule ces jours-là. Stéphane, une dernière question, toujours concernant les Israéliens. On l'a dit qu'ils peuvent être les grands gagnants indirects de cette bataille en empêchant cet axe chiite iranien. Stéphane, est-ce que les Israéliens restent les bras croisés, que ce soit physiquement ou diplomatiquement? Est-ce qu'ils sont actifs dans cette bataille?
Alors, d'abord, on est assez content pour une fois de pas nous battre pour les autres, mais que ce soit les autres qui se battent un petit peu pour nous. Ça nous dérange pas. Et puis, bien sûr qu'on n'est pas, les bras croisés. La preuve, c'est qu'on a soutenu, on soutient ouvertement, on est le seul pays à le faire, l'indépendance du Kurdistan. C'est notoire. C'est pas par hasard. Ça tombe pas du ciel. C'est une sorte de reconnaissance non seulement des liens traditionnels entre le peuple juif et le peuple le kurde qui date de plusieurs siècles, mais c'est également au niveau de la politique actuelle. On est des alliés face au raz-de-marée iranien surtout, et c'est très important parce que les Kurdes ne sont pas une peuplade liée et dirigée par la religion. Ils ressemblent beaucoup à Israël sous beaucoup d'aspects. Donc on reste pas les bras croisés. Et puis je vous assure, je peux pas tellement parler librement parce que je me suis rendu moi-même 2 fois à Erbil récemment, et une fois quand c'était encore sous domination de Saddam Hussein. C'est dire que les velléités d'indépendance ne datent pas d'hier. Et puis ce qu'on peut dire, on se bornera à ça, il y a, outre le domaine diplomatique, une grosse présence israélienne dans le Kurdistan en général, particulièrement en Irak. Ça nous aurait étonné que ce soit pas là, ça se passe pas comme ça, puisqu'on est à quelques kilomètres de la frontière iranienne avec un pays avec lequel on a maille à partir, et puis on est au centre d'un nœud stratégique de première importance au Proche-Orient. On dit maintenant au Proche-Orient, pour le Proche-Orient, pour Israël, les pays arabes, le Liban, mais on dit aussi pour l'Europe, parce que en fait, dans cette bagarre qui nous semble lointaine, eh bien, les Américains et les Russes l'ont compris, c'est l'avenir des relations entre le Moyen-Orient et l'Europe qui se joue, à savoir si le Moyen-Orient sera sunnite ou le Moyen-Orient sera sous l'emprise générale des Iraniens. C'est maintenant, c'est ces jours que ça se dispute, et on assiste à une guerre assez énorme, et sur des plages, sur des distances géographiques très importantes. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour vos analyses. Si nos auditeurs ne sont pas encore rassasiés de vous entendre, ou de vous lire plutôt, eh bien, il y aura un article publié dans le cours de la matinée sur le site de la Metila News Agency, si je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait juste. Et puis ce qui rend les choses plus intéressantes encore, c'est que c'est un article qui est rédigé par notre correspondant dans la région, Père Veremal, et quelqu'un qui suit les combats. C'est probablement l'observateur le plus au fait de cette bataille. C'est lui qui, par l'intermédiaire de la MENA, permet aux auditeurs de Radio Judaïka et aux autres personnes que ça intéresse, et heureusement il y en a énormément, de suivre ce qui se passe, de comprendre. Alors c'est pas forcément clair, mais il y a des cartes à l'appui, il y a des explications qui sont limpides, et j'invite vraiment tout le monde, tous ceux que le problème intéresse, et c'est notre problème, eh bien de lire cet article de Père Veremal qui sera effectivement diffusé par la MENA dans le courant de la matinée. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans le courant de la semaine prochaine sur notre antenne. Avec grand plaisir.